est normal que des travailleurs, lorsqu'ils sentent que leurs intérêts est peut-être bafoués ou bien lésés, qu'ils entrent en négociation avec leur employeur pour une justice donnée. Nous pouvons, du point de vue personnel, avoir notre avis sur la nécessité ou non de continuer d'avoir ce droit de grève. Ça, c'est personnel, mais du point de vue de la loi et du point de vue des textes de la République, ils ont ce droit. Ils sont entrés donc en grève pour réclamer ce qu'ils pensent qui est un acquis. Donc ils sont dans leur droit fondamental de réclamer ce qu'ils veulent. Voilà ma lecture première. C'est une grève qui est Le domaine de l'éducation me préoccupe. Les conditions de travail font que l'enseignant n'est pas bien loti comparativement à ses compatriotes des autres secteurs qui sont peut-être sur la climatisation ou bien sur la ventilation. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de débat. Il faut impérativement que nous améliorons, nous travaillons afin qu'on améliore les conditions de travail des enseignants. Malheureusement, je ne vois pas trop ça dans la grève. Je vois plus la revendication sur la masse salariale. Alors que lorsqu'on revendique chaque fois sur la masse salariale, ça fait recours donc à un système de contamination. Ce qui veut dire, lorsqu'on obtient quelque chose par la grève, ça contamine les autres secteurs et ainsi de suite. Alors que le secteur de l'enseignement n'est pas un secteur qu'on doit banaliser avec la grève. Les enseignants, ce sont eux qui nous ont formés. Ce sont eux qui ont formé les dirigeants. Ce sont eux qui ont formé le président de la République. C'est-à-dire qu'ils disposent d'un arsenal de réflexion nécessaire afin d'amener les dirigeants à comprendre le rôle capital que joue l'enseignant dans l'appareil étatique, afin de lui donner sa place. Donc cela ne passe pas par la grève. Ils jouissent de leur droit constitutionnel de grève. C'est ma lecture personnelle. Avec la grève, ils n'auront pas le résultat escompté. Mais en allant en négociation, en continuant d'aller en négociation et en montrant aux gouvernants que ce sont eux qui les ont formés, en montrant à toute la population aujourd'hui qu'ils méritent notre gratitude, ils méritent un droit de regard, chacun comprendra que les enseignants sont tellement importants. Je crois que les enseignants, ils doivent, au-delà de la grève, nous amener à comprendre leur fonction dans cette société afin que véritablement tous les dirigeants puissent se mettre ensemble avec la population pour leur donner leur place. Mais à force d'aller en grève, ça ne servira pas à grand chose. Ils auront peut-être gain de cause, mais ça sera toujours insignifiant. Et chaque année, ils seront toujours en grève et encore et encore. Je ne suis pas juriste, mais j'ai lu. J'ai lu que dans la loi du 21 juin 2002 portant exercice de droit de grève en République de Bénin, qui répète déjà en son titre 1 et à son article 1 le droit de grève reconnu à tous les travailleurs, que dans les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10, en résumé, on retient que pour aller en grève, il faut d'abord passer par des négociations. Après des négociations, dresser donc procès verbal des négociations. Les procès verbaux devront être signés par les deux parties. C'est après cela que l'on déclenche des mesures de grève avec préavis. Et l'article 11 dit que si ces dispositions de la loi ne sont pas respectées, la grève est dite illégale. Est-ce que, de ma position de citoyen, je peux juger d'illégal ou pas? Mais c'est ce que la loi, elle dit. Et donc, l'article 24 dit que toute grève entraîne la réduction donc, du traitement ou du salaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les agents en grève estiment, à juste valeur d'ailleurs, que l'article 25 dit que les grèves qui concernent les droits fondamentaux ou la réclamation des acquis ne doivent pas faire objet de défalcation. Mais le gouvernement n'estime pas qu'il y ait des grèves dans ces deux sens-là.
mais que c'est une grève illégale et quiconque a accepté jouir de son droit constitutionnel pour entrer en grève doit avoir la bienséance d'accepter donc les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, issues donc de la jouissance de ce droit de grève, dont la défalcation. Et le chef de l'État dit que la défalcation n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition, donc à la limite, nous pouvons dire que c'est une récompense due donc à l'action posée. Il est souvent reproché au gouvernement de ne pas expliquer les réformes. Alors au cours de cette rencontre, le chef de l'État a profité pour expliquer donc le bien fondé des réformes, la nécessité de les faire aujourd'hui, là et maintenant, tout de suite. Ce qui est positif à retenir, c'est l'oreille attentive avec laquelle les confessions religieuses ont écouté le chef de l'État. J'ai cru entendre qu'ils ont salué le chef de l'État pour cette démarche explicative qui les a permis donc, de comprendre le bien fondé des décisions qu'ils comprenaient un peu, mais l'entendre de la bouche du chef de l'État, c'est encore un avantage. Donc c'est une démarche noble. On ne demandera pas au chef de l'État de les multiplier pour ne pas tomber dans le populisme, mais ces rencontres, une fois en passant, ou dans un cadre un peu plus formel où on pourra avoir toutes les confessions religieuses, pourra nous permettre de comprendre que l'intoxication qui est devenue aujourd'hui la base de l'information ne sera pas donc au devant, ne prendra pas le pas sur la vraie information. Et donc, quand je parle donc d'un cadre formel, le chef de l'État a évoqué quelque chose de consistant, que beaucoup de personnes n'ont pas perçu, mais qui est fondamental. Et il a parlé d'un conseil consultatif des grands courants religieux. C'est noble d'avoir un tel conseil. Je prie que ça ne soit même pas seulement les grands courants, que presque tous les courants religieux, parce que la paix se construit dans le dialogue interreligieux. Vous faites allusion aux derniers écrits de Constantin Amoussou, de Yves Dacoudi, de Florentin et bien d'autres compatriotes. Rien ne se passe dans la nouvelle conscience. La nouvelle conscience est stable. Rien ne se passe dans la nouvelle conscience. Elle est stable, et je répète. Vous savez, la politique, c'est comme le mariage. Deux personnes qui s'aiment à mourir se donnent la main et promettent devant des gens de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Il arrive des moments de crise et à séparation. Aujourd'hui, je pense bien, au travers des écrits de Constantin Amoussou, qu'il y a divorce d'avec l'appareil de la nouvelle conscience, guidé, dirigé par le leader Pascal Irénée Boubacar. Et donc, quand il y a rupture dans un mariage, et que vous observez que la femme qui dit qu'elle a pris les bagages d'elle-même pour partir, rôde autour de la maison, vous pouvez vous apercevoir qu'elle n'est pas partie, mais elle crée des troubles au fait. Qu'est-ce qu'elle cherche autour de la maison? Quand on est parti définitivement. Soit on est parti et que de l'autre côté, on ne sait plus là où partir. Si vous ne savez pas là où partir, soit vous rebroussez chemin ou vous vous taisez. Je vois plus mon ex-compagnon, qui est un ami, si on peut le dire, qui est parti mais qui jette des pierres dans la cour. Pourquoi? Est-ce parce qu'il ne sait pas là où partir ou bien c'est au travers de la nouvelle conscience qu'il trouve sa crédibilité? Je voudrais juste prendre l'exemple du jeune Nourdine Saka Saleh. Le jeune Saka Saleh a été le premier à avoir été chicoté par le bâton de la rupture pour avoir porté une idée. Aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu en train de crier sur l'Alliance ABT, insulter tout le monde. Au contraire, il s'est bâti une personnalité. Je le lis avec beaucoup de plaisir quand il porte ses avis contre le gouvernement. Ça donne l'impression qu'il y a de la matière
C'est un jeune potentiellement candidat aux élections 2019 pour ce que j'ai entendu. Ça veut dire qu'au-delà de sa rupture, avec la rupture, il a un potentiel qu'il pense que sans attaquer les autres, il peut évoluer. J'aurais souhaité cela de mon ami Constantin. C'est ça la politique. On peut ne pas s'entendre aujourd'hui sur les idées et demain s'entendre sur une autre idée. Donc on peut être ensemble aujourd'hui, n'est plus ensemble et demain encore revenir ensemble. Mais quand les attaques sont forgées sur la personne, sur les individus, qu'on tente peut-être même à raison ou à tort de discréditer, les gens doivent réagir. Vous savez, Constantin a un talent fou en littérature. C'est un bon littéraire que je prends du plaisir à lire. Donc ses écrits, pour moi, c'est comme de la littérature. Je ne vois pas de la politique. Et vous savez, la littérature a sa fonction, a cette nature de faire fantasmer, de faire rêver le lecteur, de créer autour de l'auteur ou autour du personnage central de l'œuvre un monde imaginaire dans lequel il vit, une bulle qu'il pense que c'est la réalité. Donc quand moi je lis Constantin, moi je ne vois pas, comment on appelle, une action politique, non, mais je vois que c'est un homme qui a créé une fiction et il est le héros de cette fiction. Mais il y a une chose, il y a une différence entre l'âge et la maturité, entre l'expérience et la compétence, entre le diplôme et l'intelligence.